I wanted to begin by asking you about working with Paulo Branco on this film because I think of you as like a sort of consummate producer of your own work, and then I'm curious about this collaboration, and I know you were an admirer of at least some films by Raul Ruiz that he'd produced. So can you tell us a little bit about this partnership? Parler de la collaboration avec Paul Branco. D'habitude, vous produisez vos propres films. Là, non, il y a une collaboration. Oui, au début, il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc c'était moi qui produisais. Et puis ensuite, à partir de 1980, j'ai eu des producteurs. Donc, ils m'ont laissé faire à peu près tranquillement ce que je voulais, avec certaines limites parfois sur le plan économique. Mais enfin, il n'y a pas eu de problème. Sur un autre film, Le Prestige de la mort, il y a effectivement eu des problèmes parce que le film était fini, mais le producteur n'avait pas assez d'argent pour payer les copies de distribution. Donc j'ai dû attendre un an à la sortie du film. In the beginning, there wasn't much money, and so I was self-produced. And then eventually, starting 1980, I started to work with producers who let me do creatively more or less what I wanted, with some economic limits. But on this film, it happened without any problems, unlike on The Prestige of Death, where once the film was finished, the producers had run out of money for the distribution copies, and so we had to wait a year for the film to be released. And what do you remember about the writing of this film? Because Buñuel has come up a number of times during your visit, and it strikes me that in some ways this film is like structurally it's closer, I think, structurally to certain Buñuel films. But maybe you weren't thinking about that at all during the writing. On a beaucoup parlé de Buñuel ces jours-ci, et là il y a une structure qui est peut-être la plus proche des films de Buñuel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous parler de ce dont vous vous rappelez de l'écriture du film? C'est surtout, par exemple, dans Les Contrebandières, le film finit exactement de la même façon qu'il commence, comme dans Belle de jour. Effectivement, il y a quelque chose qui est assez buñuelien dans ce film, c'est qu'on commence par voir les insectes dans le film avant de voir les hommes, comme dans L'Âge d'or. Il y a aussi dans Parpaillon, qui va passer plus tard, une référence à Buñuel. J'ai commencé comme critique et l'une des premières choses que j'ai faites, c'était une petite plaquette, un petit livre sur Buñuel quand j'avais 19 ans. Yeah, there's many different places in my films where the Buñuel influence comes up. In The Smugglers, for example, there is, as in Belle de Jour, this beginning that comes back at the end. This film might be my Buñuelian in the sense that we start with insects before we see humans, like in the Golden Age. In Parpaillon also there's other influences. I started my career as a critic, and the first thing I ever worked on was a short book or a text on Buñuel when I was 19 years old. Mais j'ai aussi piqué pas mal de choses à Shakespeare, parce que c'est un monde qui apparaît un peu comme celui de Midsummer Night Dream.
un monde tout à fait spécial, puisque le film a été tourné dans une région très peu peuplée, une vingtaine d'habitants, mais où on voit énormément de monde, des paysans, des touristes, des sportifs, des militaires. Donc une sorte de monde imaginaire et un peu rêvé, avec une musique qui nous indique qu'il y a un caractère un peu en dehors du monde dans le film. I also borrowed, or stole rather, from Shakespeare quite a lot in this film. The world sort of resembles something like A Midsummer Night's Dream in its strangeness. It was shot in a very sparsely populated area. About 20 people lived in the region, and yet we see so many people all the time. Some peasants, some tourists, sportsmen, soldiers, and all of them are evolving in this sort of dreamlike or imaginary world, and the music is letting on that something is happening slightly outside the realm of the real. Oui, je crois qu'on sent un peu ça. Je ne sais pas si c'est réussi lorsqu'il y a une musique nouvelle qui semble n'avoir aucun rapport avec les scènes précédentes, comme si c'était un univers un peu rêvé ou un autre monde, un côté Shangri-La, si vous voulez. So I think that comes through once this new music is introduced. I'm not sure it's a success, but I thought that the moment that this music that has nothing to do with anything that happened before, we feel that this sort of other world is reached. And I'll ask a couple more questions, and we'll see what the audience wants to know. I noted in the introduction that there was about almost a decade between Papillon and when this film came out. And on that note, I think it's striking your decision to set this film at the beginning of the Gulf War, especially politically. So, because in 2002, this would have been in the run-up to the U.S.'s illegal invasion of Iraq. So, could you tell us a little bit about that, the decision to set the film at the beginning of the Gulf War? Oui, j'ai ajouté ça parce que c'était d'époque et ça m'amusait de mettre à la fois des problèmes triviaux à la campagne et la présence de la guerre qui n'était pas effectivement présente sur le territoire qu'on montre. Encore que j'ai trouvé des militaires qui s'entraînaient en vue de participer à la guerre du Golfe et qui m'ont demandé des conseils et voulaient me prendre les cartes que j'avais parce que les cartes militaires étaient souvent médiocres ou un peu fausses. Les cartes de la région? Oui. On a eu l'épisode d'ailleurs des bombardements, je ne me souviens plus si c'est américain, sur Belgrade, et c'était des mauvaises cartes, et ils ont détruit des immeubles qu'il ne fallait pas détruire. Yeah, I added that in because it was topical and because I thought it was amusing and potent to have this kind of contradiction between the very trivial concerns of the countryside and the presence of war that, although absent on the territory itself, was still somehow seeping through. I found these army men that were training for eventual participation in the war, and they came up to me and asked for my maps because their military maps were sometimes wrong. And there's an event of, I think, an American bombing in Belgrade where, because the maps were wrong, the wrong buildings were destroyed. So there's a whole map exchange and politic that occurred. C'est un film où les militaires apparaissent un peu comme des idiots, perdus dans leur action et qui sont vraiment à l'écart du monde. Et même, il y en a qui tirent sur leurs propres troupes.
So it's a film where the soldiers are portrayed a little bit like idiots and who seem to be completely disconnected from reality or outside of the world to the point of shooting their own troops. Okay, and last thing I want to ask about for now is relatedly perhaps is about like absurdism and your relation like your relationship with the absurd in your work. I mean, Rivette called you our Jarry in reference to Alfred Jarry, who's also important to the film we're about to see, Parpaillon. And I was just curious to what extent you saw yourself as having a relationship with this tradition in French literature and art, and then I guess ultimately in cinema, or did you see it being more closely connected with other things? Je trouve beaucoup d'absurdité dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Et donc, j'aime bien refléter ça, comme dans la comédie du travail, où il y a, quelqu'un qui cherche absolument à ne pas travailler. I see a lot of absurdity in our current situation today more than ever, and that's something I care to reflect, as in the comedy of work, where we see somebody do everything they can to never have to work a day in their life. Ou dans Brigitte et Brigitte, ce sont des étudiantes en anglais, mais l'éducation était très théorique, et au lieu de enseigner des choses de la vie courante, eh bien, on faisait des longs cours sur le vieil anglais des années 1000 ou 1200, qui ne servait pratiquement à rien, alors qu'il était plus intéressant de faire que les élèves parlent un bon anglais qui soit compréhensible. Notamment, les Français n'ont pas d'accent tonique, alors que l'accent tonique est un élément nécessaire pour parler avec les gens dans les pays anglo-saxons. Or in Brigitte and Brigitte, where we see two English students, or two students who are learning English, be taught very theoretical, useless things to do with Old English from the 1200s, rather than learn things that are in relation to everyday life, and in particular the tonic accent, which is necessary to communicate to Anglophones, and which French doesn't have. Oui, et en même temps, la langue varie d'une région à l'autre. On ne parle pas exactement de la même façon à Seattle et à New York et à Londres, où c'était à l'époque le parler cockney auquel on avait du mal, nous Français, à nous adapter, qui n'était pas l'anglais oxfordien qu'on apprenait à l'école. That being said, language varies region to region. Seattle is not the same thing as New York or London, where the Cockney accent was a lot harder for us to understand than the Oxford English we had learned at school. Je me souviens toujours la première fois que je suis allé à Londres, je voulais voir un film qui s'appelait, qui était dans un cinéma appelé Lido. Je demande aux gens where is the Lido Theater, et ils ne comprenaient pas, et il fallait dire Ledo. Oh, you mean Ledo. Les noms ne sont pas prononcés de la même façon. En France, par exemple, on parle de Scorsese, alors qu'ici, tout le monde parle de Scorsese.
il y a aussi des réalisateurs dont les noms sont mal dits. On parle en France de borzage, alors qu'il faut dire Bozegi. Il y a des plus grands réalisateurs américains. Et puis, les noms des actrices aussi. En France, on parlait de Jeanne Arthur, l'actrice des années 35-40 chez Capra, et à l'ouest, on l'appelle Jean Ether. Aussi, il y avait en France toute une mythique à propos des films de Howard Hawks, des grands défenseurs, mais les Rivette, qui défendait beaucoup Howard Hawks, disait Howard Hawks. Le cinéaste français Jean Eustache, quand il est allé présenter son film en Italie, il a été très étonné parce qu'on l'appelait Eustake. Maybe we should take. Oh, sorry, were you going to interpret? Maybe we should take some questions from the audience. So if you have a question, please raise your hand and we'll bring you a microphone. And we're going to start over there. Sorry. Yeah, hi. This is a question about your attachment to a certain kind of landscape. Beginning with Terre Noire, you return again and again to the mountainous regions of France. And so there's this kind of very different kind of topography from your peers in the New Wave, who are mostly urban filmmakers, although there are exceptions. But you, in particular, seem to be drawn back to these remote mountainous areas of France. And I'm wondering why that is, why you have a special relationship to that landscape. La famille de mon père était originaire de la montagne des Alpes, un coin un peu perdu et différent. Et d'ailleurs, les paysages ressemblent souvent à ceux du Far West. C'est pour ça que j'ai tourné Billy the Kid dans la région. My dad's family was from somewhere in the Alps, somewhere quite remote and quite different from surrounding areas that looked quite a bit like the Far West, hence my shooting of A Girl is a Gun there. Et les autres réalisateurs étaient plus axés sur Paris, comme Rivette, qui a fait un ou deux films très nettement situés à Paris. Et ça m'intéressait d'avoir quelque chose de différent, un monde souvent un peu inconnu. C'était le monde qui me semblait à l'époque un peu fou. Par exemple, quand les Parisiens passaient dans la région, les paysans locaux essayaient de les frapper à coups de petites pierres, parce qu'ils avaient l'impression que c'était des gens riches qui les snobaient, et ils étaient indésirables. La pierre était un élément de communication. Par exemple, dans le litre de lait, on voit les fils du paysan adultère qui le poursuivent, lui et sa maîtresse, à coups de pierre.
C'est la civilisation de la pierre. Most other filmmakers, like you said, for example, Rivette, made films that were quite visibly and importantly in Paris, and for me it was interesting to bring a different landscape in this world that seemed to me both strange and a little crazy. For example, when people from Paris would come and be in the region, the people of the area would stone them with little stones because in their mind they were rich and snob and just altogether undesired in the area. And the stone was an entire sort of medium of communication in this way. You see it also in the film The Leader of Milk, where you have the sons of the cheating farmer who run after him and his mistress and stone them. So it's a whole civilization of stone. Il y avait sur les sentiers des petits signaux qui indiquaient les directions des petits chemins, et les paysans retournaient les signaux et leur donnaient une direction tout à fait autre pour tromper les touristes. And on the little pathways, you would have these signalizations that the locals would turn around so that tourists would get lost. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez parlé d'avoir un meilleur budget cette fois-ci par rapport au précédent film. Alors la question c'est, qu'est-ce que ça vous a permis de faire qui était le plus réjouissant? Employer de meilleurs acteurs ou de meilleurs camarades, je ne sais pas quoi. Eh bien, Je vais juste traduire la question. The question is what, having bigger budgets from the 1980s on, what's the most rejoicing or enjoyable thing that allowed, be it better actors, better technical material? ça m'a permis d'avoir plus d'acteurs dans mes films. Mes premiers films étaient faits, notamment Les Contrebandières, autour de 3 personnages. Et donc, j'ai pu avoir des films avec un tas de personnages secondaires. Ça a commencé avec La Comédie du Travail, où j'avais des vieux second rôles habituels du cinéma français à côté des rôles principaux. Donc, plus d'acteurs, plus de genre d'activités des personnes qu'on voit, donc notamment des soldats ou des gens qui n'appartenaient pas au lieu. Dans Les Naufragés de la D-17, il y a à la fois des scientifiques, des militaires, des géologues, des paysans et beaucoup d'autres. Mostly it allowed me to have more actors. My earlier films, like The Smugglers, for example, are constructed around 2 or 3 characters. And starting with The Comedy of Work, I was able to have much larger casts and start to have secondary roles that would kind of come in and diversify the activity that we would see, so that you end up, for example, in this film with soldiers and geologists and people who aren't already where we're filming, and so we're able to start to build and create these people who weren't in the area are brought in and create these more ensemble scenes. Dans Les Naufragés de la D-17, par exemple, il y a un chemin qui est en fait une sorte de marais où il y a plein de... où les autos se perdent et restent enlisés des fois, mais c'est parce qu'il y a des gens dans la région qui gagnent pas mal d'argent à les sortir du marécage. Donc c'est une sorte d'astuce
pour gagner de l'argent. And what we see in the film about people digging holes so that passerbys will get stuck in the soft earth. So as a trick and an easy way to get money is gleaned from reality. How long did it take you to film the entire movie from start to finish? And were there any difficulties filming like away from civilization, like in a less populated area? Like how did you pick the place and filming locations for the movie? Combien de temps de tournage film et quelles difficultés vous aviez eues? Eh bien, le film a été tourné assez brièvement, en 5 semaines, et puis une journée de supplément, ce qui n'est pas beaucoup, il faut toujours prévoir un peu plus que prévu. Souvent calculer aussi des retakes, on revient dans la région, ça n'a pas été le cas, mais enfin, ça s'est bien passé. Il y a eu aussi le cas du véhicule qui amenait le matériel électrique. Il est tombé en panne au retour et il est arrivé au village où nous étions 4 heures après nous qui avions des voitures rapides. Il arrive aussi que les conducteurs se trompent parce qu'il y a très peu d'indications. En plus, il y a des indications souvent fausses, comme je vous l'ai exprimé. It was shot rather quickly, in 5 weeks total and 1 extra day, which is not much. Usually you must always anticipate for extra time and calculate for retakes, and in this case there were none. The only problem that we faced was the electrical material was, the vehicle in which it was delayed 4 hours on its way back, and then sometimes people would get lost because there were very little ways to know the right way, and when there were sort of signs, as I explained to you before, they sometimes were wrong. L'organisation du producteur Paolo Branco n'était pas tout à fait parfaite et il devait livrer une voiture de police, ce qui est quand même assez facile, mais elle est jamais arrivée. Donc, on a déguisé une des voitures de l'équipe en voiture de police. The producer Paulo Branco's organization was not perfect, so that he was supposed to have delivered a police car, which is a reasonably easy ask, and it never came, so we had to make up one of the cars to look as such. On a dû aussi bâtir un faux chemin pour l'actrice dans les Badlands, et ça a été un petit peu difficile. Enfin, on a mis 1 heure parce qu'elle devait marcher horizontalement et non pas en vertical. Mais ça fait une sacrée impression de voir cette marche horizontale dans le désert des Badlands. And we also had to dig a fake route for the actress across the black earth of the Badlands because it was important that she be walking horizontally rather than vertically, which was some kind of work, but it only took about an hour, and it gives quite an impressive shot to see this line across over the Badlands. De même, dans Le Prestige de la mort qui passe, il y a eu un problème parce qu'on devait montrer des gens qui, à côté des promeneurs ou des acteurs, avaient des petits appareils pour pouvoir s'envoler. Comme ça se passe en montagne. On visite la montagne avec des petits instruments volants. Et
c'était interdit dans la région où on tournait. Donc on les a laissés avec leur appareil d'envol sans vraiment pouvoir en profiter. Or another problem that we had on Prestige of Death is that we were going to film people by the side of the road who have kind of flying gear as one way to be touring the mountain, but it was prohibited in the region where we were, so we had to sort of leave them with their gear without being able to benefit from it. Well, we actually have to leave it there, unfortunately. But Luke is going to be back at 5:30 to introduce Parpaillon, and he's also going to be at Anthology Film Archives tomorrow night to introduce King Vidor's The Fountainhead, which sounds pretty great to me. So yeah, Luke, thank you so much again for being here. Thank all of you.